La reine d'Angleterre n'était pas humaine. Le président des États-Unis ne l'est pas davantage. Et les familles qui possèdent les plus grandes banques de la planète seraient, elles aussi, des reptiles dissimulés sous un visage humain. Des créatures capables de prendre notre apparence, de se glisser dans un costume, de sourire face caméra. Elles dirigeraient le monde depuis des millénaires, elles se nourriraient de notre peur, et leur arme la plus puissante, c'est que l'idée même est trop absurde pour qu'on y croie. Enfin, trop absurde pour vous, parce que vous n'êtes pas seul à entendre ça. Un institut de sondage a mis un chiffre sur cette croyance. Rien qu'aux États-Unis, ils sont près de 12 millions à en être convaincus. 12 millions de gens avec un travail, une famille, une vie parfaitement normale, persuadés que des reptiles nous gouvernent dans le plus grand des secrets. Alors soit c'est la plus grande folie collective de notre époque, soit ces 12 millions de personnes ont vu quelque chose que vous et moi n'avons pas vu. Et pour le savoir, eh bien, il va falloir remonter 4000 ans en arrière, croiser un homme que toute l'Angleterre a pris pour un fou et déterrer ce qui se cache vraiment derrière tout ça. Une vérité bien plus dérangeante que des lézards en costume. Il s'appelle David Icke, et au départ, personne ne le prend au sérieux. À la fin des années 60, repéré tout jeune par Coventry City, il devient gardien de but. Il jouera ensuite pour Hereford United dans les divisions inférieures du football anglais. Mais en 1973, à seulement 21 ans, une arthrite rhumatoïde qui attaque ses articulations met brutalement fin à sa carrière. Alors David se reconvertit dans le journalisme sportif. Et au début des années 80, il devient l'un des visages familiers du sport à la BBC jusqu'à co-animer Grandstand, l'émission phare de la chaîne. Il est souriant, rassurant et s'installe dans les salons britanniques chaque soir à 19h30. Mais en 1991, David est invité sur le plateau de Terry Wogan, qui anime alors l'émission la plus regardée de Grande-Bretagne. Ce jour-là, David arrive en survêtement turquoise. Il s'installe dans le fauteuil en face de Wogan et annonce, dans le plus grand des calmes, qu'il est le fils d'une divinité. The press claim that you claim to be the son of God. Vous imaginez bien, il y a un silence pesant qui règne dans la salle. Puis, le public commence tout simplement à rire. Terry esquisse un rictus avant de lui dire « They're laughing at you. They're not laughing with you. Why? » Mais David continue, il est d'ailleurs imperturbable. Il explique que la Terre va bientôt traverser des bouleversements cataclysmiques et qu'il a été choisi pour prévenir l'humanité. Quand l'émission se termine, toute l'Angleterre a assisté à la même chose. Le célèbre présentateur sportif a perdu la boule. Dans les jours qui suivent, David est ridiculisé dans les médias. Les tabloïds britanniques s'en donnent à cœur joie, on les connaît. Des émissions de télévision l'imitent. Des comédiens en font leur sujet favori pendant des mois. On en fait des sketchs, des imitations et des vannes en permanence. Bref, ils en lopent pas une. Et pour ne rien arranger, David vit dans ce que les tabloïds appellent le triangle turquoise. Sa maîtresse, Deborah Shaw, une médium anglaise qu'il a rencontrée lors d'un voyage au Canada, vient s'installer chez lui avec sa femme. Les trois vivent ensemble dans une sorte de communauté spirituelle improvisée. Deborah change de prénom pour Mary Shawson et la femme de David devient Michaela, qui selon elle est une manifestation de l'archange Michael. La relation avec Shaw donne naissance à une fille en décembre 1991. La presse britannique n'en revient pas. Entre la déclaration du Fils de Dieu chez Wogan, le ménage à trois et les changements de prénoms mystiques, elle n'a plus besoin d'inventer quoi que ce soit pour faire les gros titres. Et les conséquences ne se font pas attendre. Ses amis ne lui parlent presque plus. Les gens l'interpellent dans la rue pour se moquer de lui. Il dira même plus tard que cette période a été la plus difficile de sa vie. Mais après tout, à ce niveau d'humiliation publique, on n'a plus grand-chose à perdre. Il disparaît ensuite des écrans et passe les années suivantes à lire, à voyager et à écrire. Il publie livre après livre, chacun plus radical que le précédent, dans une quasi-indifférence. Jusqu'en 1999, cette année-là, eh bien, il sort l'ouvrage qui va tout changer. The Biggest Secret,
En français, le plus grand secret. Dans cet ouvrage, il explique qu'il existe une fraternité babylonienne, ce sont des lignées de sang issues d'une race reptilienne venue d'ailleurs, qui ont infiltré les plus hautes sphères du pouvoir humain au fil des millénaires. Elle opère à l'abri des regards par le biais des grandes familles au sommet de la finance, de la politique, des institutions royales. Ce sont des lignées qui se marient entre elles, qui se transmettent le pouvoir de génération en génération et qui contrôlent le destin de toute l'humanité. Ils ne sont évidemment pas humains, mais ils ont la capacité de modifier leur apparence et de prendre une forme humaine convaincante. Ils se nourrissent de la peur, de la souffrance, du chaos qu'ils provoquent délibérément pour rester forts. Leur meilleure protection, c'est que personne ne les soupçonne. Jusque-là, ça ressemble à n'importe quel roman de science-fiction. Sauf que David ne s'arrête pas là. Au fil des années, il donne des noms. Les Windsor, les Rothschild, les Bush, Henry Kissinger, des présidents, des banquiers, des dynasties entières que des millions de gens reconnaissent immédiatement quand ils les croisent dans le journal ou sur un écran. Des visages familiers et rassurants à qui le monde entier fait confiance. Ce sont eux, écrit David, les représentants publics d'une race qui gouverne l'humanité depuis des siècles dans le plus grand des secrets. On ne parle plus d'une créature mythologique. On parle d'un lézard qui se lève le matin avec le visage de la reine d'Angleterre, quand même. Et c'est exactement ce qui va tout changer, parce qu'une créature fictive sans visage, on peut l'oublier. Un reptile avec le visage de George Bush, beaucoup moins. David donne conférence après conférence, pays après pays. En octobre 2012, il parle 11 heures d'affilée à Wembley Arena à Londres, devant près de 6000 personnes. Ces salles sont de plus en plus grandes pour accueillir un public de plus en plus nombreux à travers plus de 25 pays. L'ironie de toute cette histoire, c'est que cet homme a été la risée nationale il y a encore 20 ans. Pour beaucoup, il a été le fou du village, celui dont les enfants avaient honte dans la cour d'école. Et pourtant, quelques années après ce soir-là, il remplit des arènes en prétendant avoir percé le secret de ceux qui gouvernent vraiment le monde. Ça n'a aucun sens. À moins que David n'ait rien inventé du tout. Que cette histoire soit bien plus ancienne que ça, et surtout, bien plus réel. Bon, alors j'imagine qu'à ce moment de la vidéo, vous avez déjà votre théorie. Un ancien gardien de but en survêtement turquoise vous parle de lézards assis sur le trône d'Angleterre et de reptiles qui gèrent les plus grandes banques du monde. On va se l'avouer, c'est absurde, c'est grotesque et quelque part, c'est finalement rassurant de pouvoir en rire. Sauf que, les amis, il y a un problème. David Icke n'a pas inventé l'image du reptile comme ayant un pouvoir caché. Cette théorie n'arrive pas avec un livre en 1999, ni au XXe siècle, ni même avec le dernier millénaire. Elle a 4000 ans. 4000 ans de civilisations différentes, de langues différentes, de continents différents qui n'ont jamais eu le moindre contact entre eux et qui ont tous produit, indépendamment, la même image. Celle d'un serpent, celle d'une créature tapie dans l'ombre qui gouverne les hommes sans qu'ils le sachent. Ce n'est pas David Icke qui a eu cette idée. C'est l'humanité entière très longtemps avant lui. C'est plus aussi simple de hausser les épaules et de rire dans sa barbichette. Et vous savez ce qui est encore plus simple que de hausser les épaules? C'est de s'abonner à cette chaîne. Je vous sors une vidéo par semaine sur des histoires plus chouettes les unes que les autres. Et promis, à 2 millions d'abonnés, je vous dévoile si je suis un lézard. Ou pas. Parce que finalement, si cette image traverse 4000 ans d'histoire humaine sans jamais disparaître, la question n'est plus pourquoi David Icke y croit. La question, c'est pourquoi vous étiez peut-être déjà préparé sans le savoir. Mais avant ça, laissez-moi remonter dans le temps avec vous bien avant David Icke, bien avant Internet, jusqu'au tout premier récit de l'humanité dans lequel le serpent se trouve déjà. Le premier texte de la civilisation occidentale, c'est la Genèse, le premier livre de la Bible. L'histoire de l'origine du monde, selon la tradition judéo-chrétienne. Alors dans les premières pages de ce texte, il y a un jardin. Dans ce jardin, il y a 2 humains, et avec eux, il y a un serpent. Le texte hébreu l'appelle le Nahash. Il est décrit comme le plus rusé de tous les animaux. Il n'attaque pas. Il ne mord pas, non, il parle, il séduit et arrive à convaincre Ève de manger le fruit défendu, celui de la connaissance du bien et du mal, et surtout celui que Dieu a interdit. Quand Ève croque dans ce fruit, les conséquences sont irréversibles. Dieu condamne Ève à accoucher dans la douleur et à se soumettre à son mari. Il condamne Adam à travailler la terre à la sueur de son front jusqu'à sa mort. Et il les chasse tous les deux du jardin pour qu'ils ne puissent jamais toucher à l'arbre de vie et devenir immortels.
Le serpent, lui, est condamné à ramper sur le ventre pour l'éternité. Toujours dans la Bible, quelques siècles plus tard, les Hébreux traversent le désert sous la conduite de Moïse. Épuisés, affamés, ils se révoltent contre Dieu et contre Moïse, accusant les deux de les avoir conduits à leur perte. En réponse, Dieu envoie des serpents brûlants qui mordent et tuent des centaines de personnes. Moïse prie Dieu de pardonner au peuple et d'arrêter le massacre, alors Dieu lui ordonna de fabriquer un serpent et de le fixer sur un poteau. Grâce à ça, chacun des hommes mordus qui regardera ce serpent guérira. Le serpent devient son propre antidote. Des centaines de personnes qui agonisent dans le désert sont mordues, brûlées de l'intérieur, et le seul remède, c'est de lever les yeux vers ce serpent de bronze fixé sur un poteau. Ce reptile portera plus tard le nom de Nehushtan et sera vénéré pendant des siècles dans le temple de Jérusalem, jusqu'à ce que le roi Ézéchias le détruise, parce que le peuple s'était mis à le vénérer comme un dieu. On a créé le seul remède à une souffrance terrible, elle-même créée de toutes pièces, et on le détruit. Celui qui tue devient celui qui sauve, et celui qui sauve doit être détruit. Cette histoire de serpent qui garde ce que les hommes ne peuvent pas avoir est pourtant plus ancienne encore que la Bible. Il y a 4000 ans, le plus vieux récit littéraire de l'humanité est écrit sur des tablettes d'argile en Mésopotamie. Il s'agit de l'épopée de Gilgamesh. Gilgamesh, c'est un roi qui vient de perdre son meilleur ami. Depuis, il est obsédé par l'idée qu'un jour, lui aussi va disparaître. Alors il part en quête de l'immortalité. Il traverse le monde, affronte des monstres et en arrivant au bout de la terre, il trouve enfin la plante qui lui donnera la vie éternelle. Il fait halte pour se reposer, mais pendant qu'il dort, un serpent se glisse dans son campement et lui vole la plante. À cause d'un serpent, l'humanité ne sera jamais immortelle. Les amis, traversons maintenant l'Atlantique. Plusieurs milliers d'années plus tard, dans les jungles du Mexique, une civilisation qui n'a jamais entendu parler de la Genèse construit des temples gigantesques à la gloire d'un dieu qu'ils appellent Quetzalcoatl. En nahuatl, la langue des Aztèques, ce nom signifie littéralement « le serpent à plumes ». C'est l'une des divinités les plus puissantes de tout le panthéon mésoaméricain. Il est le dieu de la connaissance, de la science, de l'artisanat, du vent, de la création. C'est d'ailleurs lui qui aurait inventé le fameux calendrier. Les souverains aztèques utilisaient son image et son mythe pour légitimer leur pouvoir en affirmant qu'il ne venait pas seulement de la force militaire, mais d'une autorité cosmique et ancestrale. Alors chez les Aztèques, le serpent est la source même du pouvoir politique. Et on n'est qu'à la moitié de la liste. Partons maintenant en direction des océans vers l'Inde. Dans la mythologie hindoue, les Nagas sont des créatures mi-humaines, mi-serpents, dotés de pouvoirs surnaturels. Ils vivent dans le monde souterrain, là où sont gardés les trésors de la Terre. Et surtout, ils peuvent prendre forme humaine à tout moment. Un Naga peut s'asseoir en face de vous. Vous regardez dans les yeux, vous serrez la main, sans que vous sachiez qui il est vraiment. Dans certains textes, des rois, des sages et des guerriers découvrent qu'ils ont épousé une Naga sans le savoir et qu'ils ont gouverné aux côtés d'une créature mi-humaine, mi-serpent pendant des années sans jamais voir la différence. Vishnu lui-même, l'un des dieux suprêmes, repose éternellement sur le corps d'Ananta qui flotte sur l'océan infini et chaotique qui existe entre deux cycles de création du monde. Ici, le serpent ne sert pas le dieu, il porte le dieu. Et puis ensuite, il y a Ouroboros, ce fameux serpent qui se mord la queue en formant un cercle parfait. Les premières représentations connues remontent à l'Égypte ancienne, bien avant notre ère. Sur les bords du Nil, le serpent a deux visages. D'un côté, nous avons Wadjet, une déesse cobra dressée sur le front des pharaons, prête à cracher le feu contre leurs ennemis. Aucun pharaon ne monte sur le trône sans elle sur son front. Wadjet fait du serpent le symbole même du droit de gouverner. De l'autre, il y a Apophis, le serpent géant du chaos, l'ennemi cosmique que le dieu soleil Ré doit combattre chaque nuit pour que le soleil se relève. Si Ré perd, le soleil ne se lève plus. Le serpent protège le roi pendant que le soleil brille et menace l'existence du monde pendant qu'il dort. Le même animal incarne à la fois la protection et la destruction du monde. Mais on le retrouve aussi dans la mythologie nordique, dans les traditions aztèques, dans le brahmanisme indien, dans les rites gnostiques et dans les cultures aborigènes d'Australie. Et même dans des cultures qui n'ont jamais eu le moindre contact avec l'Égypte, la Grèce ou l'Inde, on retrouve la même figure. En Chine, le dragon impérial a un corps long, sinueux et ondulant, très proche de celui d'un serpent géant. Le reptile est partout, dans chacune de ces cultures. Le pouvoir, le savoir, l'immortalité, c'est le serpent qui les détient. En Grèce antique, le dieu de la médecine s'appelle
Asclépios. Son symbole, c'est un bâton autour duquel s'enroule un serpent, exactement comme le Nehushtan de Moïse. Le serpent y devient guérisseur, celui qui arrache les hommes à la mort. Et ce symbole n'a jamais disparu. Il est sur la devanture de chaque pharmacie, sur le flanc de chaque ambulance, dans le logo de l'Organisation mondiale de la santé. Vous le croisez toutes les semaines. Le serpent guérisseur n'appartient pas au passé. Il fait entièrement partie de votre quotidien. Et pourtant, la Genèse et les Aztèques n'ont jamais eu le moindre contact. L'Inde et l'Égypte ancienne se connaissaient à peine. Les cultures nordiques et les traditions aborigènes d'Australie sont séparées par des dizaines de milliers de kilomètres et des millénaires d'histoire. Tous ces peuples ont représenté un serpent porteur des mêmes pouvoirs, le savoir qu'on interdit aux hommes, l'immortalité qu'ils ne peuvent pas atteindre et l'autorité qui dépasse celle des rois. Alors soit c'est le hasard le plus extraordinaire de l'histoire humaine, soit quelque chose dans le cerveau humain fabrique inévitablement ce serpent. En 2006, Lynn Isbell, une anthropologue américaine de l'Université de Californie, publie une théorie qui va secouer le monde de la primatologie. Elle l'appelle la théorie sur la détection des serpents. Son hypothèse est simple. Depuis 60 millions d'années, les primates vivent aux côtés d'un de leurs pires prédateurs, les serpents. Mais les serpents ont la capacité de se camoufler. Ils sont silencieux et surtout, leur morsure est mortelle. Seuls les primates capables de les repérer rapidement survivent. Les autres n'ont malheureusement pas cette chance. Leur vision aurait en fait évolué en partie pour détecter la forme d'un serpent avant même que notre cerveau conscient ait eu le temps de traiter l'information. Et 60 millions d'années, c'est le temps qu'il faut pour que la pression de survie s'inscrive dans la biologie d'une espèce. Ce n'est pas une question d'habitude ou de culture. Ça se passe à l'intérieur même de ses cellules et dans la façon dont ses yeux traitent l'information, dans la vitesse à laquelle son cerveau réagit à certaines formes avant même que la conscience ait eu le temps d'intervenir. Alors pour soutenir sa théorie, elle a observé les lémuriens de Madagascar. Madagascar, eh bien, c'est une île sans serpents venimeux, si vous ne le saviez pas. Les lémuriens n'ont donc jamais eu à les détecter pour survivre et leur vision est bien moins développée que celle des autres primates qui, eux, ont évolué aux côtés des serpents depuis des millions d'années. Pour Isbell, c'est une démonstration. Alors bien évidemment, des chercheurs ont voulu mesurer ça en laboratoire. Arne Homan et Suzanne Mineka ont montré que les humains repèrent une image de serpent noyée dans une grille d'images plus vite qu'une fleur ou un champignon. Votre cerveau a peur avant que vous ne sachiez pourquoi. Ce réflexe-là serait le résultat de 60 millions d'années d'évolution. Mais ce n'est pas tout. Dans les années 60, le neurophysiologiste américain Paul MacLean développe une théorie sur la structure du cerveau humain. Il propose l'idée que notre cerveau est en réalité composé de 3 structures superposées, héritées de 3 étapes de l'évolution. Et le plus ancien, le plus enfoui, serait le cerveau reptilien qui contrôle les réflexes primitifs. La survie, la peur, la territorialité et l'instinct. Vous l'avez vécu. Vous avez déjà entendu cette petite voix intérieure vous dire de partir avant même que vous sachiez pourquoi. Vous avez déjà eu cette réaction viscérale face à quelqu'un que vous ne connaissez pas mais qu'instinctivement vous n'aimez pas trop. Vous n'avez jamais décidé consciemment, vous l'avez senti. La neurologie a mis un nom sur ce mécanisme. Le cerveau possède ce que les chercheurs appellent une route basse. Je vous explique ce que c'est. C'est un circuit ultra rapide qui relie l'œil à l'amygdale, le centre de traitement de la peur, en contournant le cortex. Ce circuit détecte la forme du serpent et déclenche la réaction de peur avant même que l'information soit arrivée à la partie consciente du cerveau. Votre corps réagit une fois de plus avant que votre cerveau conscient ait eu le temps de traiter quoi que ce soit. La théorie de MacLean sur les 3 cerveaux superposés a depuis été rejetée par les neurosciences modernes, sachez-le. Le cerveau humain ne fonctionne pas comme ça. Pourtant, l'image du cerveau reptilien n'a jamais disparu. Même la science n'a pas réussi à tuer la métaphore. Et ce même cerveau qui cherche automatiquement la forme du serpent a aussi tendance à en voir partout, même là où il n'y en a pas. C'est ce qu'on appelle la pareidolie. En fait, c'est une tendance du cerveau à voir des formes familières, que ce soit des visages, des yeux, des silhouettes, dans n'importe quelle forme qui n'a pourtant rien à voir. Le cerveau va chercher en fait des patterns. Et quand il en trouve un qui ressemble à quelque chose qu'il connaît, il le complète automatiquement pour recréer quelque chose de déjà vu. Et votre cerveau, on vient de le voir, cherche le serpent partout, même là où il n'est pas. Supposons que tout ça soit vrai, qu'on soit programmé pour le serpent, et que la science l'expliquerait. Ça expliquerait la fascination.
Ça expliquerait pourquoi le serpent revient dans toutes les cultures. Ça expliquerait la raison pour laquelle votre regard s'accroche à cette forme-là plus qu'à n'importe quelle autre. Mais ça n'explique pas tout. La science dit: vous êtes câblé pour repérer le serpent, votre vision l'a cherché pendant 60 millions d'années, votre cerveau primitif le reconnaît avant que vous ayez eu le temps de le voir, et les mythes de toutes les cultures humaines lui ont donné un visage, un nom et un pouvoir. Mais ça n'explique pas pourquoi 12 millions de personnes pensent que ce serpent porte un costume et dirige la Banque Centrale Européenne. Comment passe-t-on d'une peur gravée dans nos gènes à l'idée que des reptiles tiennent les banques? Manque une étape. Et cette étape, c'est une civilisation vieille de 5000 ans qui prétend que les dieux sont descendus du ciel. Cette civilisation, c'est Sumer, l'une des plus anciennes civilisations à avoir laissé des traces écrites. Elle naît entre le Tigre et l'Euphrate, dans ce qui est aujourd'hui l'Irak. Et il y a plus de 5000 ans, dans cette plaine aride entre deux fleuves, des hommes inventent l'écriture pour compter du grain, enregistrer des transactions et administrer une société qui devient trop complexe pour la seule mémoire humaine. Mais très vite, ce nouvel outil leur sert à raconter l'origine du monde, à expliquer pourquoi ils sont là et qui les a créés. Grâce à ça, cette civilisation laisse derrière elle des milliers de tablettes d'argile gravées en écriture cunéiforme, les plus vieux textes jamais retrouvés. Avant ça, ces hommes vivaient sans roue, sans métal et sans écriture. Et en l'espace de quelques siècles, ils inventent la roue, l'astronomie, les mathématiques, les premières lois, les premières villes, les premières écoles. Une explosion de civilisation si soudaine et si complète que des historiens ont même du mal à l'expliquer. Comment une société passe-t-elle de la chasse et de la cueillette à la construction de cités en quelques générations seulement? Les Sumériens eux-mêmes ont apporté une première réponse. Dans ces textes, il y a des dieux qu'on appelle les Anunnaki. Pendant des millénaires, les historiens les ont lus comme de la mythologie, des récits symboliques sur la nature et le pouvoir. Mais dans les années 60, quelqu'un décide d'apporter une lecture différente. Et si ces histoires n'étaient pas des métaphores? Et si les dieux des anciens textes étaient réels? Pas forcément divins, mais venus d'ailleurs, des extraterrestres. En 1968, Erich von Däniken, un hôtelier suisse, publie un livre qui s'appelle « Présence des extraterrestres ». Il y soutient que les dieux de toutes les civilisations antiques étaient en réalité des visiteurs venus d'ailleurs et que les grandes constructions de l'humanité, donc les pyramides, Stonehenge, les lignes de Nazca, seraient leurs œuvres. Son livre se vend à des dizaines de millions d'exemplaires dans le monde entier. Les historiens, bien évidemment, le rejette, mais le public l'adore. Et puis, en 1976, un homme explore l'idée. Il s'appelle Zecharia Sitchin. D'origine russe, élevé en Palestine, il est journaliste et économiste de formation et a consacré des décennies de sa vie à étudier les tablettes sumériennes. Cette année-là, il publie un livre qui s'appelle « La 12e planète ». Selon Zecharia, le nom Anunnaki se traduit par ceux qui descendirent du ciel. Lui non plus n'y voit plus des dieux, mais des extraterrestres. Il explique que les Anunnaki sont des êtres très avancés technologiquement, capables de voyager dans l'espace, de descendre sur Terre et d'intervenir dans l'évolution humaine. Ils viennent de Nibiru, une lointaine planète, et auraient atterri sur Terre il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Et ce sont eux qui auraient créé l'humanité par besoin de main-d'œuvre pour exploiter les ressources de la planète Terre. Ils auraient croisé leur propre ADN avec celui des hominidés qu'ils trouvaient sur place pour créer une espèce de serviteur, une espèce à leur image, mais inférieure par contre. Une espèce qui travaillerait pour eux, qui les servirait, qui les craindrait et qui finirait par les adorer comme des dieux. Mais les hybridations entre Anunnaki et humains ont aussi donné naissance à des enfants de sang mêlé, mi-humain, mi-divin. Et selon les théories qui ont suivi Zecharia Sitchin, ces descendants-là n'ont pas disparu. Ils auraient naturellement pris les rênes du pouvoir. Ce sont les dynasties royales et les grandes familles qui auraient traversé les siècles et que l'on connaît aujourd'hui. Les assyriologues, donc les vrais spécialistes de textes cunéiformes, ont rejeté les traductions de Zecharia Sitchin. Ces lectures ont été jugées comme de simples interprétations qui forcent les textes à dire ce qu'il veut qu'ils disent. Mais le livre trouve quand même son public, il a ses petits fans. Il a proposé exactement le chaînon qui manquait auprès de ceux qui cherchaient une explication à l'origine de l'humanité plus logique que ce qu'on leur a appris à l'école. Zecharia Sitchin écrira encore une douzaine de volumes dans la même veine.
La planète Nibiru, au cœur de la théorie de Zecharia, va d'ailleurs alimenter des décennies de prophéties apocalyptiques. La plus célèbre n'est autre que celle de 2012, quand Nibiru devait frôler la Terre et provoquer des cataclysmes planétaires. Des millions de personnes y ont cru. Certains sont même allés jusqu'à vendre leurs maisons ou se construire des abris. L'ampleur de la panique était telle que la NASA a dû publier des démentis officiels pour rassurer le public. Quelques années après la popularisation de la théorie de Zecharia, David Icke s'en empare. Il reprend ses travaux et il y ajoute 2 éléments. D'abord, la dimension reptilienne. Ces Anunnaki auraient une apparence de lézard. Ensuite, les lignées. Certains Anunnaki se seraient reproduits avec des humains, créant des dynasties hybrides qui gouvernent encore aujourd'hui. Les Windsor, les Rothschild, les Bush, le sang Anunnaki coule encore dans leurs veines. Et c'est pour ça que les mêmes familles reviennent siècle après siècle au sommet du pouvoir mondial. Le serpent dans tous les mythes depuis 4000 ans, la peur gravée dans nos gènes depuis 60 millions d'années et des dieux reptiliens venus du ciel qui auraient façonné l'humanité depuis le début. Tout était là. Il ne manquait qu'un présentateur anglais humilié pour assembler finalement les pièces du puzzle et leur donner un visage. C'était presque inévitable. Sauf qu'il reste encore 2 choses à comprendre. La première, c'est comment cette théorie a envahi vos réseaux sociaux et votre fil d'actualité. Le deuxième, c'est ce qu'elle cache vraiment. Et cette dernière est beaucoup moins drôle que des reptiles en costume. Aujourd'hui, des dizaines de centaines de milliers de vidéos font le tour d'Internet. Il y a des chances que vous en ayez déjà croisé. On y voit des célébrités, des personnalités politiques dont on a ralenti les images et zoomé sur les yeux pour mieux voir les pupilles fendues comme celles d'un reptile. Pour des millions de personnes, ce glitch n'est pas un bug, c'est une preuve. Car oui, sur Internet, on le sait bien, tout est vrai. Pourtant, ce que vous voyez sur ces vidéos a une explication très simple. Quand une vidéo est compressée pour être diffusée sur Internet, certains pixels se déforment, particulièrement autour de la zone de fort contraste, comme les yeux. Les codecs vidéo, ces algorithmes de compression, sautent des images, créent des artefacts et déforment les contours. Ce n'est pas un lézard. Mais rappelez-vous ce qu'on vient de voir sur l'appareil Dolly. Votre cerveau cherche des formes connues dans les images floues et il est câblé depuis 60 millions d'années pour en chercher une en particulier, ce foutu serpent! Sauf que parfois, il n'y a même pas besoin de glitch pour y voir une preuve. Prenons 2013, un discours d'Obama devant un lobby américain. Une caméra zoome sur l'un de ses agents des services secrets. Il est grand, chauve, avec une structure osseuse saillante. Il n'a pas l'air humain. Pour des millions de personnes, c'est la preuve que les reptiliens existent. La vidéo fait le tour d'Internet. Le magazine Wired prend cette information tellement au sérieux qu'il pose la question directement à la porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. La réponse de Caitlin Hayden est ensuite restée dans les annales. Tout programme visant à protéger le président avec des extraterrestres ou des robots aurait de toute façon dû être réduit à cause des coupes budgétaires. Pour la première fois de l'histoire, une administration présidentielle répond officiellement à une théorie sur les lézards sans même démentir l'hypothèse. En octobre 2022, Thierry Baudet, député néerlandais et leader d'un parti de droite radicale, accorde une interview à un podcast américain. Il y déclare mot pour mot « I'm a conspiracy theorist. I believe that we are being governed by a global conspiracy of evil reptiles. » On ne parle pas d'un internaute anonyme derrière un pseudo. C'est un député en exercice, costard-cravate, qui met cette phrase dans le débat public, au micro. Ensuite, il s'est rétracté. À mon avis, il a eu quelques petits mails parce qu'il a dit qu'il s'agissait en fait d'une métaphore, ce que beaucoup, évidemment, n'ont plus du tout cru, vu l'asticot qu'on avait devant nous. Et le hasard du calendrier est presque trop beau. Le lendemain, le Parlement néerlandais le suspend pour une semaine. Rien à voir avec les reptiles, il avait simplement omis de déclarer certaines de ses fonctions et revenus. Mais l'image reste. Depuis, certaines de ces vidéos cumulent des dizaines de millions de vues. Elles apparaissent en 3 secondes entre 2 vidéos de chat et l'algorithme fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Il vous montre ce qui vous retient. Vous regardez une vidéo Dieu qui glitch jusqu'au bout, l'algorithme note ça et il vous en propose d'autres. Et puis ensuite vous voyez des extraterrestres qui passent dans des jardins et qui nagent dans une piscine. Chacune un peu plus développée, un peu plus convaincante, un peu plus ancrée dans la théorie. En moins d'une heure, quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler de David Icke, qui ne sait pas ce que c'est que la fraternité babylonienne, qui n'a jamais ouvert un livre sur les Anunnaki
Anunnaki se retrouve dans un terrier de vidéos reptiliennes dont il ne connaissait pas l'existence. La théorie n'a plus besoin de David Icke pour exister. Elle n'a plus besoin d'un auteur pour convaincre avec des centaines de milliers de livres vendus. Elle a juste besoin d'un algorithme aujourd'hui. Des yeux de reptiles sur une vidéo floue, des millions de vues, et une croyance qui ne s'est jamais éteinte depuis 4000 ans. Pourquoi cette histoire revient-elle toujours sous la même forme? La réponse n'a pourtant rien à voir avec des reptiles. Mais elle est beaucoup plus difficile à entendre. Maintenant, s'il vous plaît, prenez un petit chiffon et oubliez les reptiles une seconde. Regardez ce qu'il reste. On a une théorie qui prétend qu'une race non humaine a infiltré les plus hautes sphères du pouvoir, qu'elle contrôle secrètement la finance, les médias, les gouvernements, et que personne ne le sait. Des dirigeants qui ne sont pas ce qu'ils semblent être, et un monde manipulé dont on nous cache la vraie nature. C'est l'une des plus vieilles théories du complot. Michael Barkun, politologue à l'université de Syracuse, a passé sa carrière à étudier les théories du complot, leur structure, leur logique interne, ce qui les fait tenir et ce qui les fait revenir. Et dans son livre, Une culture du complot, publié en 2003, il explique que la théorie reptilienne s'inscrit dans une longue tradition de ce qu'il appelle la super-conspiracisme. Donc des théories qui absorbent des éléments de partout, du religieux, du politique, de l'ufologie, et qui finissent toutes par reproduire la même architecture dont certaines ont servi de fondement à des persécutions réelles. Les protocoles des sages de Sion en sont l'exemple le plus documenté. Il a été fabriqué au début du XXe siècle par la police secrète du tsar Nicolas II, qui prétendait révéler l'existence d'une conspiration juive pour dominer le monde en contrôlant les banques, la presse et le gouvernement. Il a très vite été démenti, mais il a tout de même été utilisé comme outil de propagande nazie et continue aujourd'hui d'être lu, partagé et cru par certaines personnes. Au milieu des années 90, David Icke cite directement les protocoles des sages de Sion dans 2 de ses livres en les présentant comme une source sérieuse. Sauf que ce document est un faux. À cause de ça, son éditeur refuse de continuer à le publier. Alors il choisit de s'auto-publier. Au Moyen-Âge, c'était les sorcières. Une mauvaise récolte, une épidémie qui décime un village, un enfant qui meurt sans raison. Il fallait un coupable, on allait dans la plupart des cas choisir une femme qu'on allait traiter de sorcière pour la faire brûler sur le bûcher. Au XVIIe et XVIIIe siècle, c'était les francs-maçons qui complotaient en secret. Les révolutions, les guerres, l'effondrement des certitudes religieuses. C'était trop de bouleversements en trop peu de temps. Il fallait un plan derrière tout ça pour l'expliquer. Au XIXe et XXe siècle, c'était les Juifs qui tiraient les ficelles de la finance mondiale, les crises économiques, les déclassements sociaux, l'industrialisation qui broie des vies entières, ça devait forcément servir à quelqu'un. Aujourd'hui, eh bien ce sont des reptiliens changeurs de forme. Mais Michael Barkun a aussi observé un point qui pourrait changer les perspectives. Le serpent universel des mythes anciens, ça, c'est réel, il existe depuis des millénaires. Mais l'image du reptilien changeur de forme qui gouverne en secret dans sa version moderne, elle est née plus récemment. En 1929, Robert Howard, le créateur de Conan le Barbare, publie une nouvelle dans le magazine Weird Tales. Le héros y découvre qu'une race d'hommes serpents, capable de prendre apparence humaine à volonté, a infiltré les plus hautes sphères du pouvoir depuis des millénaires et gouverne dans l'ombre depuis. Selon Barkun, l'idée moderne du reptilien qui dirige le monde en secret vient très probablement plus d'un magazine de divertissement vendu quelques centimes dans les kiosques américains des années 30 que de textes anciens. Et c'est là que ça ne fait plus rire du tout. Parce que derrière les écailles, il y a un mécanisme aussi vieux que l'humanité. Je rappelle quand même que les accusations de sorcellerie au Moyen-Âge ont conduit des dizaines de milliers de personnes au bûcher. Les protocoles des sages de Sion ont légitimé des massacres, des déportations et des chambres à gaz. Dans les 2 cas, on a désigné un ennemi caché. On lui a attribué tous les maux et on a convaincu des millions de personnes qu'il faut l'éliminer pour que le monde retrouve son ordre naturel. Les coupables, les amis, ils ont changé selon les siècles. La version de David Icke a exactement la même architecture que les autres. Et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est peut-être parce que vous aussi, quelque part, vous avez besoin de comprendre pourquoi le monde est comme il est. Pourquoi certaines choses n'ont pas de sens. Ce besoin-là, en fait, il est humain. Il est légitime, c'est universel, et c'est exactement ce besoin que cette théorie vient nourrir. Alors voyons pourquoi. Depuis 4000 ans, les humains ont-ils absolument besoin de croire que quelqu'un contrôle tout dans le plus grand des secrets?
Eh bien la réponse, c'est peut-être parce que cette histoire a quelque chose de bien réel. Et elle n'est ni plus ni moins que la métaphore du sentiment que le monde ne fonctionne pas comme on vous dit qu'il fonctionne. Que des décisions qui changent votre vie sont prises par des gens que vous n'avez jamais vus, selon des raisons que personne ne vous explique. Ce sentiment-là existe et il ne sort pas de nulle part. Parce que vous avez assisté à ça, à ces crises financières qui arrivent de nulle part, à ces guerres qui éclatent pour des raisons que les gouvernements peinent à expliquer. Et face à tout ça, l'être humain fait ce qu'il a toujours fait. Il cherche une explication, il cherche un responsable, il cherche un visage à mettre sur ce qu'il ne comprend pas. Le serpent d'Éden, c'est ce visage. La fraternité babylonienne, c'est ce visage. L'élite reptilienne de David Icke, c'est ce visage. Ils ont tous des formes différentes, des époques différentes, des cultures différentes, mais ils ont tous la même réponse à la question. Qui est responsable de ce que je subis sans l'avoir choisi? Le reptilien n'est donc pas une créature. C'est surtout un miroir. Il reflète notre propre impuissance. Et c'est pour ça que ça sert à rien de débunker quoi que ce soit. Parce qu'en fait, on ne débunk pas un sentiment. On ne neutralise pas une peur en essayant d'expliquer toute la complexité du monde. Cette théorie a traversé 4000 ans d'histoire humaine. Elle a survécu à tous ceux qui l'ont ridiculisée, à tous ceux qui l'ont démontée, à tous les journalistes, les scientifiques, les historiens et même les youtubeurs. Elle survivra à cette vidéo aussi. Parce qu'au fond, ça ne parle pas que de lézards, ça parle surtout de nous. Parce que tant qu'il y aura des guerres qu'on n'a pas choisies, des crises qu'on n'a pas provoquées, des décisions prises par des gens qu'on n'a jamais élus, il y aura des gens pour chercher un visage à mettre derrière tout ça. Et ce visage prendra la forme de l'époque. Et aujourd'hui, il a des écailles. Eh bien, si vous avez aimé cette histoire, je vous invite maintenant à aller regarder ma vidéo sur l'adrénochrome. Je pense que vous allez passer un très bon moment.